Bonjour à tous, je suis Christelle Doudiès, responsable défense du pôle Aerospace Valley et je suis accompagnée pour ce webinaire de Madame Fabienne Davran, en charge de la cellule Europe au pôle Aerospace Valley. Bonjour. Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans ce webinaire de présentation du Fonds européen de défense de l'appel 2024 que nous organisons conjointement avec les pôles de compétitivité Alpha RLH, le PEC, le pôle européen de la céramique et enfin le cluster Primus présent en Occitanie. Avant de vous présenter le programme de ce webinaire, je vous propose de retrouver ici vos différents points de contact pour vous accompagner vers le Fonds européen de défense qui seront en mesure de vous conseiller dans les démarches à effectuer pour candidater. Donc avec Fabienne, nous sommes vos deux référents pour Aerospace Valley. Vous avez Isabelle et Marina pour le pôle Alpha RLH, qui seront en charge du sujet Fonds européen de défense. Aurore Berthier pour le pôle européen de la céramique. Et enfin, Enzo Ripoll pour le cluster Primus. Ce webinaire a pour objectif de vous présenter le Fonds européen de défense, ses différentes voies d'accès, les spécificités des cols qui sont réservés aux PME, mais aussi on fera un point sur le programme de travail, même si celui-ci ne sera diffusé et disponible qu'à partir du mois de mars 2024. Nous vous présenterons également les différentes activités qui seront prises en compte par le FED, mais aussi les règles d'éligibilité, les différents taux de subvention, les règles pour le calcul des bonus, et enfin tout ce qui va être relatif au calendrier prévisionnel pour l'année 2024, avec la deadline qui se situera fin novembre 2024 pour le dépôt de dossier à la Commission européenne. Enfin, nous ferons un focus sur l'accompagnement de la DGA, ainsi que des pôles de compétitivité qui sont à votre service pour vous conseiller sur ce programme européen de défense. Sachez que ce webinaire est enregistré. Vous êtes susceptible de poser vos questions tout au long du webinaire sur le chat et nous y répondrons avec Fabienne à l'issue de la présentation. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et Fabienne, je te laisse la parole. Parfait, merci Christelle. Donc, je vais couper ma caméra pour… Ah non, c'est bon, voilà. Hop, OK. Bon, bienvenue à tous. Donc, le Fonds européen de défense, alors le FED, dans le jargon, on appelle aussi en anglais donc l'EDF, le European Defence Fund. Donc, ce Fonds européen de défense, c'est un programme de recherche et développement qui est piloté par la Commission européenne, la Direction générale, la DG DEFI, à Bruxelles. Donc, sa finalité, c'est de soutenir des projets de recherche et développement structurants qui permettent de répondre aux besoins des forces armées européennes. Et l'objectif étant de développer du coup une base industrielle et technologique de défense européenne parfaitement autonome, compétitive, innovante et intégrée. Ce programme a été créé et en même temps, on va dire que la DG DEFI, hein, qui a pris naissance le 1er janvier 2020 à Bruxelles et qui est donc la direction générale de l'industrie de défense et espace. Donc, le Fonds européen de défense, c'est un programme pluriannuel qui va s'étaler donc de 2021 jusqu'à 2027 et qui est valorisé à un total de 8 milliards d'euros avec deux volets principaux. L'un qui adresse la recherche, donc à 2,7 milliards d'euros, et l'autre qui adresse le développement à 5,3 milliards d'euros. La différence entre les deux, vous l'aurez compris, c'est le niveau de maturité des projets. Nous, la recherche, on est sur des niveaux de maturité techno, de TRL plutôt bas, alors que dans le développement, on adresse des technologies plus matures. Donc, ce programme FED, il fonctionne avec des programmes de travail annuels. Chaque année, les autorités qui administrent le FED établissent donc un programme de travail avec des appels à propositions. On appelle aussi, vous verrez dans le webinaire, on fera parfois du franglais, hein, veuillez nous en excuser, on appelle ça des calls, donc qui sont lancés de manière annuelle. Il y a donc un appel FED par an.
Les projets qui peuvent être financés sur ce dispositif sont des projets de recherche-développement, application militaire. Ça, c'est important. C'est l'usage militaire qui prévaut sur ce FED. Alors, dans le FED, on a plusieurs façons d'y candidater au FED. Il y a plusieurs voies d'accès parce qu'on va trouver dans ce programme plusieurs types de projets, on appelle aussi des actions, indiquées sur la planche. Voilà, donc on a listé ici sur ces slides donc les différents types de projets ou d'actions. Alors, on va avoir des actions de recherche qui ne sont pas thématisées, c'est-à-dire que les sujets sont ouverts, mais là, le point important, c'est que ces projets vont financer des technologies de rupture très innovantes. Donc ça, cet appel, il est ouvert à toutes les entités, peuvent y candidater aussi bien des entreprises que des centres de recherche. Donc, il vise des technologies de rupture qui auront un fort impact. Donc là, un impact bien sûr pour l'usage des forces armées. À savoir qu'il est ouvert, cet appel, mais pour indication, le programme liste un certain nombre de sujets dans le texte de l'appel. Le budget de ces projets, c'est environ maximum 4 millions d'euros par proposition. Et donc, ça finance des activités d'études et de conception. Et donc, on peut estimer du TRL 0 au TRL 3 environ. Le TRL 3, l'échelle TRL, c'est l'échelle de maturité technologique des innovations. Le TRL 3, c'est à peu près un niveau de proof of concept. Ensuite, on va trouver un deuxième type d'appel et de projet, donc qui sont des actions de recherche et développement thématisées, qu'on appelle aussi des grands calls thématiques, où là, on va avoir vraiment une prescription, c'est-à-dire une liste d'activités donc qui sont avec des sujets imposés. Et il faut proposer un projet qui réponde à ce sujet. Donc là, c'est ouvert à toutes les entités, mais la particularité quand même des projets qui vont répondre à ces actions thématisées, à ces grands calls, c'est que la plupart du temps, ils seront coordonnés par un grand maître d'œuvre industriel. Et là, les budgets et les types d'activités financées sont variables. Et de toute façon, là, faut vraiment se conformer à ce qui est écrit dans le programme. Ensuite, on va trouver des appels qui sont vraiment réservés ou spécifiques pour les PME. Donc, on a des actions de recherche, donc toujours non thématiques, ouvertes aux PME, mais aussi aux centres de recherche, pour des projets qui sont à TRL bas, donc sur des solutions innovantes. Là encore, le texte de l'appel va lister un certain nombre de sujets potentiels, mais ça n'est pas restrictif. Donc là, on peut proposer son projet sur un budget max de 4 millions d'euros. Et là, on va financer des études de la conception, donc sur des niveaux de TRL bas. Donc là, on peut y être entre PME et centre de recherche. Et il y a un deuxième type d'appel qui va concerner les actions de développement non thématiques, où là, ne peuvent candidater que les PME qui répondent à la recommandation européenne, aux différents critères, où là, on va trouver donc des projets pour des développements technologiques innovants. Là encore, donc, on a une liste de sujets qui va être proposée normalement, mais qui n'est pas une liste restrictive. Et là, on est sur des budgets de projets maximum 6 millions d'euros. Et là, vous voyez qu'on va financer un nombre plus large de types d'activités qui vont de l'étude, la conception, le prototypage, le test, la qualification, la certification. Et donc là, on est plutôt sur du TRL 3 au TRL 9. Alors, ces appels PME, donc on voit qu'ils sont ouverts aux PME. Alors, le PME développement, ouvert uniquement aux PME, alors que le PME Research, lui, on peut avoir la participation des études de recherche, mais on va y revenir plus largement plus tard. Donc, les PME, il faut que les PME répondent à la recommandation européenne 2003 avec un certain nombre de critères. Donc, il faut avoir, une PME, c'est une entité qui a une activité économique, qui a moins de 250 salariés. Ensuite, il y a un critère financier qui est soit un chiffre d'affaires maximum donc annuel de 50 millions d'euros ou un bilan annuel max de 43 millions d'euros. Et surtout, un critère très important qui est
pour être toujours PME, il ne faut pas être détenu à plus de 25% par une non-PME. Donc, je vous ai mis ici un outil, un lien vers un outil qui s'appelle le SME Self-Assessment Questionnaire, qui est un outil que la Commission européenne a mis en place pour justement que les entités puissent vérifier, en rentrant un certain nombre d'informations, qu'elles sont bien PME au sens européen du terme. Et ces appels PME, dernier critère important, c'est qu'ils n'ont pas de thématique imposée. Donc, on appelle ça un appel ouvert, on appelle ça un open call également dans le jargon. Donc, il y a bien la liste des sujets possibles, mais qui n'est pas restrictive. Donc, voilà, deux types d'appels recherche-développement. Pour l'appel PME recherche, donc possibilité de participation d'un institut de recherche avec cependant deux limites qui sont que le budget qui peut aller aux instituts de recherche sur ce type d'appel ne doit pas dépenser 40% du budget total et l'institut de recherche ne peut pas coordonner. La coordination doit toujours être effectuée par une PME. Et au niveau des budgets, un petit rappel ici, donc l'appel PME recherche, donc les projets max 4 millions d'euros. Pour les projets qui répondent à l'appel PME développement, max 6 millions d'euros. Avec un volume possible de sous-traitance, mais qui ne doit pas dépasser 30% du budget du projet. Alors ici, je vous ai parlé tout à l'heure du programme de travail. Donc, nous n'avons pas encore le programme de travail pour cet appel FED 2024. Il sera rendu public normalement en mars 2024. On n'a encore pas les dates. Mais je vous ai mis ici une illustration donc, du FED qui montre en fait quelles sont les différentes thématiques qui sont couvertes dans ce programme de travail, dans ce programme FED. Donc, vous avez tout un tas de sujets, donc la maîtrise des risques CBRN, tout ce qui est lié aux technologies de l'information, capteurs, cybersécurité, une thématique liée au spatial, la transformation digitale, tout ce qui concerne la résilience énergétique et la transition environnementale, les matériaux, les composants, tout ce qui est système de combat aérien, les missiles, le combat sol, la protection des forces et la mobilité, le naval, les sous-marins et tout ce qui est outils liés à la simulation et à la formation. Donc voilà, ça, ce sont les grandes rubriques du programme FED, tout en sachant que dans les appels annuels, eh bien, on va retrouver en principe une couverture relativement complète de tous ces domaines, mais ça peut varier d'une année à l'autre. Les types d'activités donc, qui sont financées sur le FED, donc on a les activités dites de recherche, donc c'est en fait le développement des connaissances, l'intégration des connaissances et tout ce qui est étude de faisabilité. Les activités de développement, où là on va trouver les études de faisabilité, vous voyez, qui sont un peu à la frontière des deux types d'activités. Tout ce qui est lié à la conception, prototypage ou test, à la qualification, la certification et une rubrique également, une type d'activité liée au cycle de vie des produits et des technologies. C'est dans le développement, on ne finance pas la production, on ne finance pas des productions en série, par exemple, on s'arrête juste avant. Les projets, la durée des projets, c'est très variable en fait selon les sujets et les appels. En fait, on peut aller de 12 à 48 mois. En général, c'est plutôt, on va dire que la moyenne, c'est plutôt autour des 2-3 ans. Voilà, donc toujours par rapport aux projets, au type d'activité et aux critères des projets, tout ce qui concerne les résultats et la propriété intellectuelle des projets donc, sont détenus par les bénéficiaires. Voilà, ça c'est important parce que c'est une question qui arrive souvent. La propriété intellectuelle appartient donc aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux entités qui ont développé, les résultats. Et tout ça est cadré dans un document qui s'appelle l'accord de consortium, où justement on va vraiment rentrer dans le détail de l'API, éventuellement consentir à des partages de pays, mais tout ça doit être bien cadré au démarrage du projet. Voilà. Et il y a quand même des conditions qui sont relatives à l'utilisation des résultats, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de points bloquants. C'est-à-dire que le résultat
final de l'action ne doit pas être soumis à un contrôle ou à une restriction par des entités qui ne seraient pas européennes. Ça, c'est un point important aussi dans ce programme FED. Je passe maintenant aux règles d'éligibilité qui sont quand même assez strictes, hein, notamment au niveau de l'appartenance à un pays de l'Union. Donc déjà, pour être éligible, les entités doivent avoir une entité légale, peuvent être de nature publique ou privée. Elles doivent être établies dans un pays de l'Union obligatoirement. Ça, c'est un critère très important. Il n'y a qu'un pays qui n'est pas européen qui est éligible sur le fait, c'est la Norvège. Donc, soit un pays de l'Union, soit la Norvège en plus. Il faut également que les sociétés et leurs ou les entités, pardon, et leur structure exécutive dans un pays de l'UE. Elles ne doivent pas être contrôlées par des entités d'un État qui ne serait pas européen ou norvégien. Il y a des dérogations possibles, mais voilà, ça c'est scruté attentivement par l'État et ça n'est pas automatiquement délivré, donc plus restreint plutôt sur un périmètre européen. Et il faut également que s'il y a un usage qui doit être fait d'infrastructures ou d'installations ou d'actifs de ressources, que tous ces outils, on va dire, soient localisés sur un territoire de l'UE. Là encore, une dérogation possible, mais vraiment marginalement. Alors, le consortium, puisque donc on est sur du projet collaboratif, hein, ça c'est le critère commun à tous les types de projets qu'on peut trouver sur le FED, ils sont tous collaboratifs. Et là, il y a donc des règles minimales d'éligibilité. Donc, il faut que le consortium soit constitué d'au moins 3 entités, quelle que soit leur nature, indépendantes les unes des autres, et qui soient établies dans 3 pays membres de l'UE, plus la Norvège. J'insiste pour dire que ça, c'est des règles minimales d'éligibilité. En réalité, lorsqu'on a des appels qui sont valorisés à plusieurs millions d'euros, évidemment, on ne s'en tient pas à des consortiums aussi restreints. On est sur des volumes de partenaires beaucoup plus élevés. Il y a une petite exception dans ces règles d'éligibilité sur le topic Open Disruptive Research. Donc là, où on est sur une éligibilité de minimum 2 entités de 2 pays membres. Et là, j'insiste sur le statut PME pour les candidats les projets qui répondent aux appels PME. Il faut vraiment porter une attention particulière à vérifier que les candidats sont bien des PME. Alors, comment sont financés ces projets FED? Donc, il y a une subvention qu'on appelle par fixe souvent, qui va de 20 à 100% en fonction des activités. Donc, on va les détailler plus tard. Donc, il y a la part fixe plus le bonus qui peut être attribué selon plusieurs critères, mais qui, dans tous les cas, ne dépassera pas 35%. Donc, la subvention, voilà, c'est que là, on est sur de la subvention. Il existe des guichets où on va être plutôt en avance remboursable, par exemple. Donc là, on est dans de la subvention. Donc, vous avez ensuite, selon qu'on se situe dans un projet de recherche ou un projet de développement, on va avoir des taux de financement qui vont varier. Donc, lorsqu'on est sur un projet de recherche, là, vous voyez que quel que soit le type d'activité qu'on mènera sur ce projet, on aura toujours un taux de subvention qui sera de 100% des coûts. Et à noter que sur ces projets recherche, par contre, on n'a pas de bonification, pas de bonus applicable. En revanche, quand on est sur un projet de développement, étant donné qu'on est sur des maturités techno plus élevées, on a un taux de financement qui varie. Donc, vous avez ici le détail des du financement des différentes activités qui est possible de mener sur ces projets. Donc, l'étude de faisabilité, elle est financée en part fixe à 90% avec un bonus de 10% applicable, ce qui nous fait qu'on arrive à 100% de financement au bout du bout. Les activités de conception, elles sont en part fixe à 65% et avec la possibilité
de rajouter 35% de bonification. Donc là encore, un financement global qui peut aller jusqu'à 100%. Au niveau du prototype, le pourcentage de financement décroît du fait du niveau haut de TRL. Donc, la part fixe, là, elle descend à 20%, mais il est toujours possible d'appliquer les 35% de bonus, ce qui vous donne un financement pour les activités de prototypage de 55% au maximum. Pour tout ce qui est relatif au test, à la qualification, à la certification, là, on a une part fixe à 45% avec toujours la possibilité de rajouter 35% de bonus. Et tout ce qui est lié au cycle de vie des produits et des technologies, là, on va avoir la possibilité d'atteindre les 100% de nouveau avec une part fixe de 65% et toujours le bonus maximum de 35%. Alors, les bonus, c'est la planche suivante, mais ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'ils sont quand même très fortement liés au taux d'intégration de PME ou d'ETI dans le consortium, ce qui fait que c'est quand même un incitatif pour ce type d'entreprise, d'entité à participer dans le programme FED. Alors, voilà ici donc les différents critères pour le calcul des bonus. Donc, il y a d'abord un bonus qui est lié au PESCO en anglais ou à la coopération structurée permanente, qui est de 10%. Donc, ça, c'est en fait lorsque le sujet du projet, dans le cadre particulièrement des appels ouverts, lorsque le sujet du projet trouve ça une référence dans le programme donc, de coopération structurée permanente, c'est-à-dire lorsqu'on va proposer un projet qui va être relatif à un besoin un besoin d'innovation qui a été défini dans ce document par les autorités de défense européennes. Donc là, si ce sujet est inscrit dans ce PESCO, on peut prétendre à 10% de bonification. Ensuite, il y a les critères liés, donc, comme je vous disais, à la participation des ETI ou des PME. Donc, si dans le projet, 15% des coûts éligibles sont alloués à des PME, cela donne droit à une bonification de 10% supplémentaire. Sur le critère des PME, il y a une petite complexité qui dépend en fait du type de PME on va trouver dans le projet. Donc là, il faut qu'il y ait donc, s'il y a 10% du budget des coûts éligibles qui sont alloués des PME, eh bien, selon le type de PME, le pourcentage de bonification va être différent. Lorsque le projet inclut des PME dites non transfrontalières, c'est-à-dire si le projet est piloté par la France, si on trouve dans le projet des PME françaises, alors là, on aura une bonification qui est une fois le pourcentage du coût total aux PME, donc avec un maximum de 5%. Et si le projet inclut des PME transfrontalières, c'est-à-dire différentes de nationalités, différentes du coordinateur, à ce moment-là, on double ce bonus et on a une limite supérieure beaucoup plus élevée qui est la limite classique des 35%. Donc tout ça pour dire que ce système de bonification est un incitatif très intéressant pour la participation des PME et des ETI dans les projets, notamment, je dirais, dans les projets des grands cols, puisqu'on a vu que les grands cols sont quand même principalement coordonnés et menés par des grandes industries. Alors, il y a également une exigence en fait dans ces projets FED, des exigences en termes de garantie financière ou de l'aide de support, d'aide d'invention. Bon. D'une part, il faut savoir que la capacité financière des entités qui participent à des projets FED est examinée pour tous les bénéficiaires dits privés, c'est-à-dire, ça ne sera pas regardé au niveau des entités publiques ou pour des bénéficiaires qui demanderaient une subvention inférieure à 60 000 euros. Donc, dans le dossier de candidature, il sera nécessaire de fournir des bilans comptables des entités.
c'est différent de la règle des fonds propres qui est en vigueur dans les financements nationaux ou régionaux. Il n'y a pas cette exigence de fonds propres. Néanmoins, on regarde la capacité financière. Voilà. Et donc, il faudra aussi, en termes de garantie, démontrer comment les coûts qui ne sont pas couverts par la subvention sont financés, puisqu'on a vu qu'il y a des types d'activités qui ne peuvent pas être financées à 100%. Donc là, il y aura un autofinancement à produire de la part du bénéficiaire. Donc là, il faudra que ce bénéficiaire démontre comment il compte couvrir cette part d'autofinancement. Donc, soit par un autofinancement, voilà, soit parce qu'il a aussi à côté d'autres supports financiers qu'il pourra mobiliser, comme un prêt ou une aide d'État, qu'il pourra mobiliser pour cette part non financée par l'Europe. Et au niveau des exigences également, il y a la nécessité de démontrer qu'au moins 2 États membres ont l'intention de se procurer la technologie et on définit donc des exigences communes pour cela. Donc, il y a des documents qui s'appellent Letter of Intent ou spécifications techniques conjointes qui doivent être fournis par minimum 2 États membres dans le projet. Je précise que cela est une action pilotée par la DGA, c'est-à-dire que ce ne sont pas les bénéficiaires eux-mêmes qui doivent adresser les autorités de défense européennes, mais c'est la DGA qui, lorsqu'un projet, elle va soutenir un projet français, elle va se rapprocher de l'autre autorité de défense représentée dans le consortium pour se procurer ces documents. Ça concerne, ces letters of intent, uniquement les projets de développement. En phase de recherche, on n'est pas obligé de fournir ces lettres d'intention. Mais la France souhaite quand même imposer des letters of intent, y compris pour les projets recherche qu'elle pilote et soutient. Donc là-dessus, voilà, on fait ce webinaire, on n'a pas la DGA à nos côtés aujourd'hui, même si on est, voilà, on a réalisé ce webinaire, bien sûr, en parfaite coopération avec la DGA. Mais là-dessus, voilà, on pourra revenir vers vous si, pour plus de précision sur ce sujet des letters of intent pour les projets recherche. Le dépôt des candidatures, comment est-ce qu'on dépose, on produit en fait ces projets, ces candidatures. Alors, c'est un financement européen, donc comme tout financement européen, la soumission des projets se fait par voie électronique sur le Funding and Tenders Portal, que peut-être certains d'entre vous connaissent pour les projets civils, on va dire, mais le FED également utilise ce Funding and Tender Portal, c'est là-dessus qu'on va déposer les projets, les propositions. Et les candidatures, alors, elles sont composées de plusieurs documents. Alors, certains sont assez classiques, hein, comme l'application form part A, qui, elle, se remplit directement en ligne et qui va contenir toutes les informations d'ordre administratif. Également, une table liée au point d'éthique et un résumé du budget. Donc ça, c'est assez classique, hein, c'est sur tous les dispositifs européens, on retrouve cette part A en ligne. Ensuite, on a la part B qui est en fait la description technique qu'on va faire évoluer quand on télécharge le modèle sur le Funding Portal parce que là, il faut vraiment être vraiment observé à la lettre, à la loupe, le modèle hein, de soumission. Donc, on le télécharge, on le fait évoluer tout le temps du montage. Et ensuite, au moment de déposer le dossier, on le télécharge sur le portail. La complexité quand même du FED, c'est qu'il y a aussi de nombreuses annexes et autres documents obligatoires à télécharger sur le portail. Donc, je n'ai pas fait la liste car elle est quand même assez longue, mais il faut vraiment en tout point remplir ces annexes. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, les conseils, c'est d'aller bien chercher les bons templates de soumission, les modèles de soumission. Donc, il faut vraiment les télécharger sur le lien de l'appel. Quand le programme sera prêt à être officiellement lancé, l'appel, donc FED 2024, sera publié
sur le Funding and Tenders portal avec tous les documents liés à cet appel, dont les templates, les modèles de soumission qu'il faudra bien télécharger et utiliser. Et l'autre conseil, ça sera d'anticiper de manière très large la deadline de soumission, parce que comme on est, et ça vaut pour tous les projets européens, hein, comme on dépose par voie électronique, on a une deadline à respecter, un horaire, un jour, un horaire. Et si on s'y prend le dernier jour, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un engorgement purement informatique et qu'on soit en incapacité de déposer en temps et en heure. Donc, le conseil, comme je pense que la plupart d'entre vous savent déjà, qu'il faut vraiment anticiper. Et ce qu'il est possible de faire, c'est de déposer, même si la version du projet n'est pas finalisée, on dépose une première version et ensuite on écrase par des nouvelles versions, mais ça permet quand même de sécuriser une soumission. Comment se passe l'évaluation des candidatures? Eh bien, donc les candidats déposent avant la deadline. Ensuite, la commission, elle va procéder à un check d'éligibilité. Donc, elle va vérifier notamment que la candidature est complète, qu'elle comprend tous les documents exigés. Et ensuite, par exemple, elle va vérifier aussi que les propositions sont éligibles. Les consortiums répondent aux critères minimal d'éligibilité, par exemple. Si le check d'éligibilité est concluant, à ce moment-là, les propositions passent en évaluation. Et l'évaluation, elle est réalisée par des experts indépendants qui sont inscrits au registre d'experts de la Commission européenne. Voilà, donc il y a des comités d'évaluation qui sont constitués selon, c'est la Commission européenne qui appelle à l'expertise un certain nombre d'experts qui viennent de partout en Europe et bien sûr qui ont été acceptés en tant qu'experts, puisque là pour le FED on a des critères particuliers d'éligibilité et ils constituent des panels donc représentatifs pour les projets. Donc, les projets ils sont évalués par ces experts selon des critères d'évaluation qui sont définis par type d'appel. Donc là, il faut se référer vraiment à la call fiche pour voir quels sont les critères qui vont être examinés. En cas donc je vous ai mis par exemple ici dans la planche, vous voyez les différents critères qui ont été utilisés sur l'appel de l'année dernière, sur le FED 2023, pour les projets donc de développement de PME. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de critères donc, qui concernent l'excellence et le potentiel de disruption, l'innovation et le développement technologique, la compétitivité, le critère lié à l'autonomie de la base européenne de défense, un critère lié à la coopération transfrontalière, hein, cross-border, un critère lié à l'efficacité du life cycle, un critère lié au consortium plutôt sur la Member State Cooperation, un critère sur l'implémentation. L'implémentation, en gros, c'est comment est-ce que le work plan mis en place par le projet est correct. Voilà, donc il y a donc tous ces critères, il y a un maximum un chiffre maximum par critère, et ensuite il y a le weighting, donc c'est la pondération. Il y a certains critères. Donc là, sur cet appel PME développement, on a des pondérations liées à l'excellence scientifique du projet, à l'autonomie de la base européenne de défense, à la coopération transfrontalière, par exemple, qui ont été des facteurs de pondération. Voilà, donc une fois que les critères, chaque expert a évalué a fourni son expertise, ensuite les experts confrontent leur expertise et s'entendent sur une note finale. En cas d'égalité de score, il y a un ordre de priorité qui est mis en place, et là on fait jouer les critères, notamment les facteurs de pondération.
Voilà. Mais ça, c'est encore une fois, c'est vraiment toutes les règles liées à l'éligibilité, pardon, à l'évaluation des projets sont fournies dans le texte de l'appel. Et ensuite, une fois que l'évaluation est terminée, les résultats sont envoyés aux candidats et ils reçoivent donc une Evaluation Result Letter qui reprend les résultats d'évaluation, normalement d'un point de vue numérique, on va dire, donc avec les notes obtenues et également normalement du commentaire qualitatif. Alors ici, la planche vous décrit le calendrier du Fed 2024. Alors encore une fois, c'est du prévisionnel puisque nous n'avons pas encore des informations officielles sur les différentes dates. Donc, on estime que l'appel pourrait ouvrir en juin pour se clôturer en novembre. Alors là, je attire votre attention sur un point. Quand on dit qu'un appel ouvre, c'est simplement que la plateforme qui doit recevoir les projets est ouverte. On peut candidater. Mais dès lors que l'appel est officiellement publié, et là, on espère que l'appel sera officiellement publié en mars 2024, on peut bien sûr déjà travailler et même on vous inciter à commencer à travailler dès maintenant, même si l'appel n'est pas officiellement publié, parce que on sait d'ores et déjà qu'il y aura notamment des appels PME tels qu'ils vous ont été décrits et qui seront toujours dans l'appel 2024. Donc, il faut commencer à travailler dès maintenant. Donc, ensuite, donc les appels sont déposés, les projets pardon, sont déposés en novembre et à partir de novembre, il y a donc l'évaluation qui est réalisée et qui pourra s'étaler jusqu'au Q3 2025. Il me paraît quand même relativement, non mais c'est ça, Q3 2025, où là on va avoir la publication des résultats et l'envoi des résultats aux candidats. Ensuite, si les projets sont acceptés, à ce moment-là, au trimestre, dernier trimestre 2025 sera dédié à la négociation des accords de subvention et des contrats, puisque là, il faudra bien sûr fournir un certain nombre d'informations complémentaires et mettre en place le grant agreement, donc l'accord de subvention entre les projets, les bénéficiaires des projets et la Commission européenne. Et normalement, les accords de convention, de subvention, devraient être signés avant la fin 2025 pour permettre un démarrage des projets en janvier 2026. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur du temps relativement long, beaucoup plus long que ce qu'on peut trouver sur les appels à projets européens pour le civil. Hein. Là, on est plutôt sur ce qu'on appelle des time to grant d'un an, un an, voire un tout petit peu plus. Bon, au niveau du calendrier financier des projets, comment ça se passe au niveau du paiement et du versement, du versement de la subvention. Alors, tous ces projets bénéficient d'un advance payment, dont le pourcentage est variable, ça dépend de qui soumet les projets, ça dépend de type de projet, etc. À titre d'indication, je vous ai mis 55% pour vous dire qu'en fait, c'est quand même un advance payment qui est relativement confortable, qui permet notamment aux projets de pouvoir organiser des recrutements, ou pouvoir démarrer des activités et avoir un fonds de roulement assez confortable. Mais encore une fois, ce n'est pas un taux fixe, hein, ça dépend du type de bénéficiaire en particulier. Et puis ensuite, il y aura des remontées de dépenses avec des advance payments additionnels potentiels ou des interim payments potentiels. Et là encore, le calendrier est variable selon les projets, notamment aussi selon leur durée. Et à la fin, quand le projet est terminé, il y a le paiement du solde, du solde qui se fait donc à la fin du projet, si le projet, bien sûr, s'est bien déroulé et que tous les livrables ont été livrés et tous les engagements pris dans les contrats ont été honorés.
Voilà, donc la publication, ben là, c'est un peu tout ce que je viens de vous dire. Donc, je pense qu'il y a peut-être un doublon de présentation. Alors, un point important, donc l'accompagnement de la DGA. La DGA, pour les PME françaises qui souhaitent participer aux appels PME, exige un regard et exige de donner son accord sur ces projets-là. Donc, elle a mis en place un process qui est que à partir du 29 mars 2024, elle va mettre en ligne un pré-projet, un formulaire qui sera rempli par les PME qui souhaitent se positionner sur les écoles PME et qu'il faudra renvoyer avant le 31 mai à la DGA, tout en sachant qu'elle va instruire les dossiers au fil de l'eau. Voilà, donc là, avec Christelle, on vous en dira deux mots. On vous accompagne en particulier sur la réalisation et la constitution de ce formulaire et des documents nécessaires. Mais donc là, il faut vraiment en passer par la DGA pour ensuite, si elle supporte elle décide de supporter les projets, à ce moment-là, les projets pourront aller au FED. Pour la participation au grand call, donc des PME qui voudraient rentrer dans les projets de grand call, à ce moment-là, ce seront les pôles qui devront recueillir les marques d'intérêt des PME, donc recueilleront au fil de l'eau dès que l'appel sera officiellement publié. Les pôles centraliseront les demandes et les transmettront à la DGA, qui les instruira ensuite. Alors, quelques conseils on va arriver au bout de la présentation, donc pour vous mettre en réseau, en visibilité, pour vous faire connaître, il y a plusieurs techniques, on va dire, qu'on peut vous conseiller. Donc déjà, utilisez vos pôles de compétitivité, puisque eux sont aussi généralement très au cœur de réseaux, voire de réseaux même internationaux, donc peuvent vous aider dans ces démarches. Participer aux journées défense qui sont organisées par le ministère des Armées et par les pôles. Il y aura un info-day de la Commission européenne quand l'appel sera publié donc, officiellement, donc sûrement courant juin, où là, c'est également un instrument utilisé pour la mise en visibilité. Participer aux événements du réseau ENDR, qui est le réseau européen des régions de défense. Vous pourrez aller voir sur leur site. Et donc, ils organisent aussi beaucoup d'événements. Ça peut être aussi intéressant d'y aller pour créer son réseau. Participer bien sûr au salon professionnel de défense là aussi et utiliser la plateforme B2B qui a été mise en place par l'Agence européenne de défense. Donc vous avez le lien ici, vous pouvez vous créer des profils et ainsi faire connaître votre intérêt pour ce programme. Il existe des supports financiers également mis en place notamment par BPI France qui s'appelle le Diagnostic Défense Europe, qui est fait pour inciter les PME françaises à participer au FED et qui permettent, donc cette aide permet de payer en partie un consultant spécialisé qui peut aider au montage de dossiers. C'est uniquement pour les PME. Il y a des plafonds budgétaires, donc 50% d'un coût maximal qui est de 25 000 euros hors taxe, soit une sub de 15 000 euros environ max TTC. Il faut en faire la demande. Donc, il faut que la DGA, bien sûr, ait donné son accord pour soutenir le projet. Et ensuite, la PME peut déposer sa demande sur les sites que vous voyez ici à l'écran. Un petit bilan que nous a fourni notre contact DGA, Monsieur Montagne, donc sur les résultats. Donc, en 2023, la DGA a sélectionné 7 projets PME de recherche et développement. Ces projets sont encore en évaluation donc à la Commission européenne puisqu'ils ont été déposés en novembre l'année dernière et donc les résultats, on les connaîtra en juin a priori. Et un retex un peu plus complet sur le call d'avant, donc le FED 2022, la Commission européenne a sélectionné 41 projets pour un montant total de subvention d'environ 830 millions d'euros. Parmi ces projets, il y a 7 projets non thématiques coordonnés par des PME et dont une PME française, la société Xialis, qui a été sélectionnée pour coordonner un projet dont un montant d'environ 4 millions d'euros. Voilà, quelques recommandations encore et toujours. Donc, travaillez dès à présent sur la proposition que vous comptez soumettre. Le fait même si l'appel n'est pas officiel encore, c'est sûr, il aura lieu.
Il y aura des appels et des topics PME, donc commencez à travailler dès à présent. N'hésitez pas à solliciter les pôles et Christelle va y revenir sur l'accompagnement pour vous aider sur vos montages et aussi vos recherches de partenaires en Europe. Hein. Faites attention aux partenaires, justement. Exigez d'eux des garanties quant à leur éligibilité, notamment une vision de leur actionnariat pour être sûr qu'ils sont éligibles et qu'ils sont bien PME et européens. Il faut demander à ces PME un certificat de self-assessment, j'en ai parlé en début de webinaire, qu'il faudra d'ailleurs joindre au pré-projet, au formulaire de pré-projet de la DGA. Muscler le consortium, c'est-à-dire que voilà, je vous ai dit, il y a des consortiums minimaux, on va dire, pour être éligible, mais il faut essayer d'aller un peu au-delà. Avoir un équilibre au départ entre les partenaires. On estime à 40% la part budgétaire maximale pour la France hein, dans ces consortiums. Privilégier les petits pays européens, c'est ce que la DGA nous dit. Hein, il faut plutôt aller chercher des pays plutôt vers l'Europe de l'Est que en Europe centrale où là, les compétences en innovation de défense sont déjà assez présentes. Limiter au max la sous-traitance et privilégier des PME, des sous-traitants PME. Et toujours encore, éviter les PME contrôlées par des entités qui ne seraient pas européennes. Même si c'est possible d'avoir des dérogations, c'est une complexité supplémentaire qu'on vous déconseille en fait. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je pense que maintenant, on peut peut-être voir un petit peu les questions-réponses. Christelle. Oui, merci Fabienne. Merci de ta présentation. Alors, on a un certain nombre de questions en effet sur le chat. Je te propose de commencer par des questions un peu plus générales. Donc, une question concernant l'éligibilité des sociétés. Donc, un rappel, hein, quelles sont les sociétés qui peuvent participer? Est-ce que ça doit nécessairement être des sociétés françaises, européennes, peuvent être suisses par exemple, ou internationales? Alors, Suisse, non, puisque la Suisse, ben, ce n'est pas un pays européen. Donc, il faut que les sociétés soient européennes, membres donc des pays de l'Union. Il n'y a qu'un pays supplémentaire qui est, bien que non européen, bien que sur le territoire géographique, on va dire, de l'UE, c'est la Norvège. Parce que la Norvège a signé un accord et donc les entités norvégiennes sont éligibles sur le fait au même titre que les entités européennes. Mais il faut faire vraiment très attention. Alors, il y a des sociétés qui sont basées en Europe, mais qui ont leur siège hors Europe. Donc là, c'est possible, mais c'est fait l'objet d'une dérogation qu'il faut demander. Donc, ce n'est pas automatique. Hein. Il faut faire très attention. Et en termes de... Après, bien sûr, peuvent participer les centres de recherche, les autres structures. Hein. C'est ouvert à peu près à tout le monde, pourvu que les entités soient basées en Europe ou en Norvège. Et il y a une spécificité sur le call PME, donc je pense que ça a été bien compris, c'est que là, il y a un topic qui est le call PME, qui lui, PME développement, n'est ouvert que aux PME. Oui. Deux questions concernant l'Open Topic Disruptive Research. Alors tout d'abord, refaire par exemple un petit point là-dessus. Qu'est-ce que exactement cet Open Call? Et la deuxième question là-dessus, c'est est-ce que l'Open Call Disruptive Research peut être déposé au fil de l'eau ou bien toutes les dates de soumission sont-elles en fin novembre 2024? Alors, l'open, donc ça, c'est un type d'appel qui est ouvert à toutes les entités, en particulier, je pense aux académiques, hein, qui souvent travaillent sur des projets de recherche assez fondamentaux. Hein. Donc ça, c'est un appel qui est ouvert à tous, où le sujet n'est pas prescrit. Et là, donc, on répond pour le 23 novembre. Hein. Voilà, là, il n'y a pas... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des appels PME. En fait, il y a plusieurs types d'appels blancs dans le FED. Hein, des appels donc ouverts, on appelle aussi bottom-up, open call ou appel blanc en français. Donc là, on n'a pas de prescription de sujet. L'Europe ne dit pas je veux que vous travailliez sur telle technologie. Donc là, vous proposez. Dans un cas, si vous êtes sur l'open disruptive, là, il faut que vous proposiez quelque chose qui soit, donc vous démontrez dans le dossier que la technologie n'existe pas, elle est en rupture
et malgré tout, elle est pressentie comme pouvant avoir un impact important pour l'usage des forces armées, mais qu'on est sur des technologies extrêmement disruptives. Et ensuite, il y a des appels blancs, où là, on va avoir des appels blancs dédiés aux projets de recherche de PME, où elles peuvent inclure un institut de recherche, ou aux projets de développement de PME, où là, elles doivent être ne peuvent participer que des PME. Voilà. Mais l'open disruptive, alors tout ça, ça va s'éclairer pour les participants, ça va s'éclairer quand le texte de l'appel va être officiellement publié, puisque les choses seront très décrites dans le texte de l'appel. Néanmoins, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent toujours quand même se référer au call text du FED 2023, puisque cet appel Open Disruptive Technologies était déjà ouvert sur l'appel 2023. Merci Fabienne. Concernant les bonus, est-ce que le bonus, il est calculé sur le montant du projet ou est-ce qu'il est calculé sur le montant de la part de la PME? Alors, par exemple, pour le bonus lié à la participation des PME, c'est le volume budgétaire du projet total, puisqu'il faut, si il y a au moins 10% du budget total qui est alloué à des PME, alors là, ça enclenche les bonus, selon si c'est des PME de la nationalité du coordinateur ou ou d'une autre nationalité que celle du coordinateur. Merci Fabienne, merci beaucoup. Concernant plus généralement les projets, est-ce que nécessairement ils doivent avoir une vocation duale? Alors, il faut que la techno, elle peut être duale de base, mais ça, tu peux répondre aussi, Christelle. Mais l'usage doit être militaire. Voilà, on est sur des projets qui sont 100% militaires. S'il se trouve que par la suite, votre projet peut avoir des applications dans le domaine civil, il n'y a aucun souci, vous pourrez continuer votre projet, développer les produits, les industrialiser, les vendre à qui vous souhaitez. En revanche, dans ce qui est financé par la Commission européenne, c'est un projet qui est vraiment à destination des forces armées européennes, donc 100% militaire. 100% militaire. Mais ce qui n'empêche pas qu'après, il y a des applications civiles. Exactement. Mais là, il faut que ça réponde aux besoins des forces armées. La durée moyenne des projets, Fabienne, tu l'as mentionné, entre 2 et 3 ans. 3 ans, je crois. Ouais. Bon, Ouais. je pense que s'il fallait donner, moi, mon ressenti, c'est que ça peut être 3 ans, mais c'est très variable selon. Je pense que voilà, ça varie selon le sujet, le sujet technique, selon le type d'activité, les projets, les projets, les grands calls. Je pense que les projets qui répondent aux grands calls sont des projets assez longs. Sûrement peut-être plus long que les projets de PME. Je crois que en fait, ça peut aller de 12 à 48 mois. Voilà. Je pense qu'une moyenne, s'il fallait en donner une, ça serait certainement de 36 mois. Est-ce que nous disposons du détail de ce que couvre exactement l'activité éligible cycle de vie du produit avec les études d'industrialisation, les études SLI? Ça, en gros, c'est les activités. Alors, je ne suis pas sûre de savoir extrêmement bien répondre à ça, mais c'est en gros les activités qui vont me permettre d'améliorer, enfin, ou de maintenir en opération, en fait, les produits et les technologies issus du projet, en fait, ou qui vont, voilà, c'est peut-être plus, ça s'apparenterait peut-être à de la maintenance, ou voilà, je ne sais pas si tu confirmes ce que je dis, Christelle, ou peut-être des choses. Ouais, là, j'avoue, moi, j'ai pas d'infos. Bon, là aussi, on peut, alors là, après, on pourra creuser, hein, s'il y a des questions, là, Oui. par exemple, là, il Un peu plus faudrait technique. peut-être des exemples concrets hein, pour mieux comprendre. Donc, j'invite la personne qui a posé cette question à nous écrire indirectement ou écrire à son pôle de référence, si ce n'est pas un adhérent d'Alliance Pays de Valais, pour essayer de creuser ça. Moi, je pense que c'est le maintien en condition opérationnelle des technologies, des produits. Mais bon, à creuser, à vérifier en tout cas.
Qu'en en est-il de l'achat d'éléments critiques chez des partenaires non UE dans ce type de projet? Ouais, alors là, je pense, je sais pas si je pense que tu peux répondre peut-être Christelle, mais il faut faire très attention parce que effectivement les projets, il faut pas qu'il y ait de blocage, hein, parce que notamment il faudrait acheter des éléments hors UE. Donc en tout cas, il faut s'assurer, il faudra montrer dans les projets qu'on a tout prévu en fait pour pouvoir faire le projet sans restriction. Voilà, donc je pense que là c'est pareil, il y a un certain nombre de documents qu'il faut remplir dans le projet pour vraiment rassurer les experts sur le fait qu'il y a voilà que le projet pourra se faire sans risque, ou s'il y a un risque, il faut en tout cas l'identifier et montrer comment on va y remédier. Il faut vraiment que ce soit une dérogation exceptionnelle, qu'on ne puisse pas trouver cette capacité Alors ça, aux voilà. européennes. Oui, ça, c'était peut-être pas répondu convenablement, mais effectivement, si on démontre que il faut aller se fournir hors UE, parce que voilà, il faut juste démontrer que ça n'existe pas en UE, et à ce moment-là, ça peut faire l'objet d'une dérogation, effectivement, Exactement. Exceptionnelle, oui. par le financeur européen. Oui, mais c'est vrai que tu l'as mentionné, Fabienne, on ne conseille pas du tout le fait de commencer le dossier avec des dérogations, parce que ces dérogations, elles sont quand même très difficiles à obtenir, tout en sachant que l'idée, c'est vraiment, ce sont des projets européens, l'idée, c'est de porter les PME en Europe et de les accompagner et de favoriser, comme tu l'as dit en introduction, le développement de la BITD européenne, de la base industrielle et technologique de défense européenne. Donc, si on fait appel à des pays ou à des structures hors de l'Europe, il faut vraiment arriver à justifier ça en termes de... C'est une capacité qui est indisponible aujourd'hui en Europe. Les taux de succès, Fabienne, on a présenté une slide là-dessus. Est-ce que tu peux... Joker. Franchement, je sais pas, tu as Christelle peut-être en tête des taux de succès. Alors, je crois que voilà, par contre, je vais pas savoir répondre rapidement parce que il y avait eu sur le FED 23, quand on a fait le webinaire l'année dernière, des chiffres qui avaient été annoncés par Nathalie Tomovic, me semble-t-il. Alors, je les ai pas en tête, là. Honnêtement, je pourrais On répondre. reviendra vers vous avec Oui, le détail des taux de succès, mais ça dépend c'est aussi sûr que des appels. C'est pas voilà, hein, je pense que c'est quand même pas, c'est quand même difficile, hein, on va pas se cacher. c'est très difficile, oui. C'est des guichets quand même, comme tous les financements européens en général, hein, c'est très compétitif parce que ne serait-ce que parce que c'est un projet européen, donc on est en compétition avec l'Europe entière, on va dire. Même si, bien sûr, il y a certainement des pays qui tirent mieux leur épingle du jeu que d'autres. Mais là, honnêtement, alors peut-être que sur le site du FED, il y a des éléments de com là-dessus à voir. Mais sinon, on peut revenir parce que sur le FED 23, comme les projets ne sont pas terminés d'être analysés et évalués, on n'aura pas de chiffres, mais on doit pouvoir fournir à la personne qui le demande des chiffres sur le FED 22. Oui, des chiffres à l'échelle de l'Europe, et de la France, oui. Mais c'est sûr que le nombre de projets sélectionnés est à la hauteur de la difficulté d'accès, en fait. Concernant les durées d'instruction, Fabienne, peu importe le col concerné, donc les projets ne pourraient commencer qu'à partir de la date de janvier 2026. Oui, je pense que là, il ne faut pas espérer démarrer plus tôt. Parce que comme ce qu'a dit Fabienne, donc les projets sont déposés au mois de novembre de l'année
l'année N+1, si vous avez les résultats pas avant mars de la sélection. Après, mars, voire juin, parce que novembre, au novembre 23, Monsieur Montagne, notre contact DGA, nous dit qu'on aura les résultats en juin. Oui. Donc après, il faut formaliser justement le consortium, le projet, signer tous les documents. Donc c'est sûr qu'on est dans tous les cas pas avant un début en janvier 2026. Voilà. Ou en tout cas fin d'année 2025. Ça, c'est la difficulté du FED, hein, c'est qu'il est encore un peu long à mettre en place. Mais c'est sa jeunesse, certainement, puis le sujet de la défense qui est particulièrement complexe et avec beaucoup d'enjeux stratégiques qui, certainement, fait qu'on est plus sur du temps plus long que sur des dispositifs d'innovation civile. Une autre question, Fabienne, on nous demande si on doit remplir le formulaire DGA, donc celui avant fin mai 2024, même si on n'est pas sûr de déposer en novembre 2024. Alors là, je n'ai peut-être pas été assez claire, mais c'est que alors oui, parce qu'on peut ne pas être sûr, mais surtout que si la DGA ne donne pas son accord pour soutenir le projet, de toute façon, il ne pourra pas se déposer. Donc il y a déjà quand même, je dirais, cette inconnue qu'il faut lever. Donc, alors, oui, dans le principe, moi, j'aurais tendance à dire oui, il faut quand même déposer le pré-projet. Mais ce que je n'ai pas dit, peut-être, vas-y, tu peux peut-être parler du. Non, mais dans le principe, il faut recueillir l'accord de la DGA parce que on doit recueillir le soutien d'États européens à nos projets. Mais dans les faits, une PME peut tout à fait déposer un dossier en novembre 2024 sans avoir eu le soutien du ministère des Armées françaises. Le soutien de la DGA est exigé pour les PME françaises qui veulent coordonner un projet qui répond à l'appel PME développement. Ça, c'est obligatoire. La DGA l'a décidé ainsi, donc on ne peut pas y déroger. Par contre, si vous êtes PME française que vous voulez coordonner un projet PME recherche, vous n'êtes pas obligé d'avoir cet accord de la DGA, mais la DGA, elle aime bien quand même voir ce qui part en termes de coordination de PME française. Voilà. Bien sûr. Après, si vous êtes une PME et que vous êtes appelé à participer dans un projet qui est piloté, là, il n'y a pas cette obligation de pré-projet. Le pré-projet, il est obligatoire quand c'est une PME française qui veut coordonner un projet en réponse à l'appel PME développement. Certains projets PESCO n'intègrent pas la France dans le projet. Est-ce que l'on peut être participant en tant que PME française? Oui, alors, pas la France. La question, je pense, c'est est-ce qu'une PME française peut participer dans un projet d'un grand call et qui est mené par une entité hors France? La réponse, elle est oui. Et dans ce cas, je pense qu'il n'est pas obligatoire d'avoir cet accord de la DGA. Hein. Bien sûr. Fabienne, pour terminer, je te propose de remettre peut-être la slide avec les différents points de contact des différents postes et de conclure ce webinaire en faisant plus là le point rapidement, donc un peu un récapitulatif du soutien qui est apporté par les pôles et du rôle de la DGA. Donc il faut savoir que là, vous avez vos différents points de contact au sein de pôle. Nous, notre rôle, c'est vraiment de vous accompagner sur ce call PME, mais aussi sur la partie des grands calls. On est là pour faire un peu le filtre avant que vous envoyiez les dossiers à la DGA et pour faire en sorte que vous correspondiez aux critères qui sont recherchés. Donc, pour récapituler, avec Fabienne pour Aerospace Valley, entre aujourd'hui, en fait, on peut déjà s'entretenir avec vous. Si vous souhaitez nous présenter votre projet PME, on a déjà, avec Fabienne, on connaît un peu les attendus du formulaire d'avant-projet qui sera ensuite à transmettre à la DGA avant fin mai. Donc là, l'idée, c'est le plus tôt on le prépare, mieux c'est. Même si vous avez déjà eu ne serait-ce qu'une idée
de projets et que vous souhaitez savoir, OK, est-ce que sur le fond, cela serait susceptible d'intéresser la DGA ou pas, il faut qu'on leur pose rapidement la question. Parce que Fabienne l'a mentionné, même pour ne serait-ce que remplir le formulaire de la DGA pour fin mai, ça demande déjà un investissement qui est conséquent pour la société, de rentrer dans quand même beaucoup de détails du projet et dans les premières constitutions du consortium. Donc là, l'idée, c'est de venir vers vos différents référents des pôles, faites valider en amont le thème des projets par la DGA et après on le construit. Vos pôles de compétitivité peuvent vous aider à trouver des partenaires en Europe, d'autres PME pour participer dans les différents calls. Et ensuite, on vous aide bien sûr à remplir le dossier et à le transmettre à la DGA pour fin mai. Ça, c'est la première partie de l'accompagnement sur ces calls PME. Après, sur les grands calls, là aussi, quand ils vont être diffusés à partir du mois de mars, moi, je vous invite, alors avec Fabienne, on le diffusera, hein, sociétés qui sont membres du pôle Aerospace Valley, et on sera là à décrypter ces calls et à voir dans quelle mesure, OK, moi, PME, ben, je pourrais être pertinente sur tel call. Comment est-ce que je fais? Voilà, donc vous vous adressez à nous. On prépare un peu l'accroche que vous pourriez transmettre à la DGA là-dessus. On cible bien les compétences que vous auriez dans un call et on vous met en relation directement avec la DGA. À charge après pour la DGA de voir, OK, ben c'est tel grand groupe qui va se positionner sur ce call et de vous mettre en relation. Grand groupe qui peut être français ou européen. Est-ce que, en termes synthétiques, Fabienne, j'oublie quelque chose? Non, je pense que de toute façon, voilà, si le Fonds européen de défense est un programme qui vous intéresse et que vous avez des projets à présenter et à faire financer, ben déjà, prenez contact avec vos pôles de référence et dès à présent. N'attendez pas, c'est des dossiers qui sont quand même exigeants et un peu longs. Donc, Oui. avec des conditions quand même extrêmement intéressantes, hein, on l'a vu en termes de taux de financement et puis bon, voilà, en termes d'achat ultérieur, c'est très intéressant. Donc, n'hésitez pas à nous contacter dès à présent. Très bien. Je te remercie, Fabienne. Voilà, merci à vous, merci à tous pour votre attention. Merci également aux pôles qui se sont associés et clusters qui se sont associés à nous pour ce webinaire et très bonne journée à tous. Très bonne journée. Merci, au revoir.